tous, on se retrouve pour le Zoom du jour en compagnie de Corinne Lalo. Bonjour madame. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, grand reporter, spécialiste des questions de santé. Vous avez traité des grands scandales type l'affaire du sang contaminé, le Mediator ou le Levothyrox. Je ne citerai que ces trois-là. Et vous publiez un nouvel ouvrage, Fausse pandémie, vrai mensonge, comment on vous trompe en 10 leçons. Enquête, c'est aux éditions Magnus. Alors nous sommes plus de 5 ans après une date fatidique, le 5e anniversaire du premier confinement en 2020, après ce que l'on a appelé la crise du Covid-19. Aujourd'hui, que diriez-vous de ces gens que les médias ont tant traités de complotistes? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les complotistes sont ceux qui ont compris avant l'heure? Force est de constater qu'il faut 5 ans maintenant pour que certaines instances académiques commencent à reconnaître du bout des lèvres que, par exemple, le virus était peut-être de source artificielle, le coronavirus. Je pense à l'Académie de médecine qui vient de sortir un rapport qui dit que peut-être, éventuellement, et pourquoi pas, ce serait peut-être un virus artificiel, mais que ce serait peut-être aussi une fuite de laboratoire. Mais en même temps, il n'élimine pas complètement l'hypothèse naturelle, mais il donne des conseils, par exemple au laboratoire. Il dit, bon, maintenant, il faut faire attention à la sécurité dans les laboratoires. Vous voyez ? Donc, ils ne disent pas vraiment, c'est d'origine artificielle, mais alors, par contre, renforcez votre sécurité. Ce qui veut dire quand même qu'ils ont un petit doute sur l'origine de ce virus. Mais maintenant, ils ne disent pas, ils disent c'est accidentel. Mais en fait, on n'en sait rien. Parce que OK, maintenant, ils commencent à reconnaître que c'est d'origine artificielle, comme le disaient certains complotistes. Bon. Mais certains complotistes, dont quand même un prix Nobel de médecine qui s'appelait le professeur Montagnier, voilà. Qui a été taxé de complotisme, d'obscurantisme ou que sais-je. Au final, il a raison un peu aujourd'hui. C'est pour ça que finalement, être taxé de complotiste, ça devient un compliment. Vous voyez, parce que c'est ceux qui ont raison 5 ans avant les autres, donc c'est un peu gênant. Mais en tout cas, maintenant, comme ils reculent, petit à petit, ils reculent sur tout ce qu'ils ont dit. Donc ils ont dit que c'était un virus naturel. Il s'avère que peut-être que pas. La fameuse chauve-souris et le pangolin. Voilà, chauve-souris et pangolin. Donc finalement, cette thèse-là, elle n'a jamais été étayée scientifiquement, jamais. Donc déjà, l'affirmer au début, c'était abusif. Et donc là, ils reculent en disant, bon, mais finalement, c'est une fuite de laboratoire. Ça, c'est ce que disent, par exemple, les agences de renseignement, les services secrets américains, les services secrets allemands aussi. Donc, ils disent tous, maintenant, c'est une fuite de laboratoire. Et donc, c'est accidentel. Non. Et donc, aussi, ils disent, et ça a commencé à Wuhan. Bon, OK, ça a commencé à Wuhan, mais rien ne dit que c'est accidentel. Et rien ne dit que ça peut être intentionnel, mais il faut garder l'hypothèse. Mais ce que l'on peut en déduire, en tous les cas, c'est qu'on est certain que des travaux de gain de fonction, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, sont pratiqués dans ces laboratoires, puisqu'on postule sur l'hypothèse, on postule sur la fuite de ce laboratoire. Voilà, donc parce qu'il faut savoir que dans ce laboratoire, donc ça commence à devenir la thèse officielle, parce qu'il y a des rapports parlementaires américains qui font 400 pages et qui maintenant disent, bon, mais c'est une fuite de laboratoire, et c'est le laboratoire P4, donc pathogène très dangereux de Wuhan, qui en est la source. Ça reste à démontrer. Pourquoi ? Parce que on s'aperçoit en enquêtant, ce que j'ai fait, parce que, bon, déjà, il y a eu le confinement. Donc, dès le confinement, j'ai commencé à regarder les articles qui avaient été publiés par les Chinois et les articles qui avaient été publiés par les Américains. Et on voit que, pendant 20 ans, ils ont travaillé ensemble à fabriquer des virus artificiels. C'est ce qu'on appelle du gain de fonction, parce qu'on prend un virus naturel et on lui ajoute une fonction artificielle, mais beaucoup plus virulente. Donc, ça le rend dangereux. Vous prenez un virus inoffensif et vous le rendez dangereux, ça s'appelle du gain de fonction. On passe de l'animal à l'humain, par exemple. Voilà. Et donc, pendant 20 ans, vous avez des personnages éminents, comme aux États-Unis, la personne qu'on a appelée le pape du gain de fonction, qui s'appelle Ralph Baric. Et puis, en Chine, vous avez une dame qui s'appelle Madame Xi, qui était surnommée la Batwoman, parce qu'elle était la spécialiste des chauves-souris. Et donc, on s'aperçoit que pendant 20 ans, ils ont travaillé ensemble. Alors, si vous voulez, je peux vous montrer comment. Allez-y. Alors, je vous ai apporté... Mon coronavirus. Un petit coronavirus. Voilà. Alors ça, c'est un coronavirus inoffensif de chauve-souris. Qui est inoffensif à la fois pour les chauves-souris,
et pour les humains, puisqu'il ne peut pas sauter la barrière d'espèce. Donc là, on est sur le coronavirus, on n'est pas encore au fameux SARS-CoV-2. Non, on est sur le coronavirus de chauve-souris. Tout à fait. Bon. Et donc, notre Américain... Le fameux Baric. Le fameux Baric et notre Chinoise remarque que si on ajoute cette petite chose-là, qui est la furine, qui est le site furine, à la place sur une des spikes, vous voyez, ces petites pointes-là sont des spikes. Et donc, M. Baric et Mme Xi, pendant 20 ans, ils vont prendre un virus inoffensif, ils vont mettre un aspect humain, de virus humain, et ce virus-là... Parce que la furine, précisément, c'est ce qui fait que ça devient potentiellement dangereux pour l'humain. Exactement. C'est la porte d'entrée. Ce site, c'est un site, va permettre au virus, au coronavirus, de rentrer dans les humains, c'est-à-dire de sauter la barrière d'espèce. S'il n'y est pas, il ne rentre pas. S'il y est, il rentre. D'accord? Et donc, pendant 20 ans, ils font ça. Et ils fabriquent ce virus-là, ils publient, donc j'ai retrouvé les articles où ils publient ça, ils le publient et ils disent effectivement chez les mammifères, ça rentre. Et après, le but, pourquoi faire ça? Parce que c'est extrêmement dangereux. Le but, c'est qu'ils disent, bon, ben, après, on pourra fabriquer des vaccins au cas où ce virus-là apparaîtrait naturellement sur la planète. Le meilleur moyen pour qu'il apparaisse, c'est de le fabriquer pourtant. Hein. C'est le danger, effectivement. Et donc, mais le prétexte, c'est de dire on va fabriquer un vaccin. Bon. Et donc, ils font ça. Et lorsque paraît le fameux coronavirus de Wuhan, il est présenté comme ça par les mêmes personnes. On ne voit pas la furine, mais comme ils doivent donner le séquençage, quand on voit le séquençage, on voit qu'il y a ça. C'est précisément ce qu'a dit le docteur Montagnier. Exactement. Et donc, il y a ça, mais plus curieux, les Chinois et les Américains, quand ils disent, et surtout les Chinois, ils disent on a trouvé un virus pandémique, très dangereux. Mais ils oublient de parler de la furine, sur laquelle ils ont travaillé pendant 20 ans, en disant si un virus devient dangereux, c'est parce qu'il y aura le site furine. Et quand le site furine arrive, ils n'en disent rien, et pendant plusieurs années, ils se taisent, ils font des conférences sur la spike, sur ci, sur ça, sur le virus, mais ils ne parlent pas de ça. Et ça, pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que, évidemment, s'ils en parlent, on va leur dire, mais attendez, peut-être que c'est artificiel. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu des articles qui ont montré que, effectivement, ça pouvait être artificiel. Alors, justement, le fait de nier cette manipulation de virus, elle pose un problème évidemment dans le protocole thérapeutique d'après, c'est-à-dire nier l'existence d'une séquence qui a été manipulée, qui est issue d'un laboratoire. Forcément, ça change un peu la donne pour les gens qui essaient de soigner les malades qui vont contracter ce virus. Bien sûr, et d'autant plus que, en fait, il va y avoir en même temps une censure des médias, parce que tous les gens qui auront dit attention, mais il y a le site furine. Alors, il y a des chercheurs officiels, comme en France, Coutard et De Crowley, qui ont été les premiers à dire « Ah, mais tiens, mais c'est bizarre, la particularité de ce virus, c'est ça. » Et lui, mais ils n'iront pas plus loin. Ils diront, en tout cas, c'est ça la particularité. On a de quoi s'étonner. Voilà. Et bizarrement, ça fait 20 ans qu'ils travaillent dessus, et bizarrement, le seul virus qui apparaît à potentiel pandémique, c'est celui-là. C'est le frère jumeau. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est le frère jumeau. Donc effectivement qu'ensuite, pour soigner, ça ne va pas être évident. Alors, on a l'impression aussi que, vous le dites, là, les scientifiques ont joué un double jeu vis-à-vis de la population. Ils se sont succédés sur les plateaux de télévision, mais finalement avec un double discours. C'est-à-dire qu'il y avait les choses qu'on pouvait dire, les choses qu'on ne pouvait pas dire, et leur prétendue volonté de protéger les populations ne pouvait pas cohabiter avec leur secret, leur culte du secret. Ben oui, d'autant plus qu'aux États-Unis, comme en France d'ailleurs, parce qu'on voit quand même qu'il y a des courriels secrets et tout, dès que ça va commencer à sortir, à fuiter, par exemple le professeur Montagnier, dès que ça va fuiter dans les réseaux sociaux, on voit comment tous ces gens-là, par les courriels qu'ils ont maintenant, qui sont sortis par la justice, on voit comment tous ces gens-là vont organiser la censure et la chasse à tous les scientifiques qui vont dire « mais attention,
ce site Furine-là, ça fait 20 ans que vous travaillez dessus, et ça fait 20 ans que vous essayez de l'insérer là-dedans, et il y a des chercheurs qui, depuis 20 ans, alertent en disant « mais c'est très dangereux ce que vous faites, parce que le jour où ça sort, eh bien, à ce moment-là, ça va être difficile de lutter contre. » Eh bien, on voit comment ils organisent la censure. Et la censure à tous les niveaux. La censure avec le gouvernement américain, avec la CIA, avec Facebook, avec les réseaux sociaux. Et depuis l'élection de Trump, Facebook et Zuckerberg, le patron de Facebook, ont dit qu'ils s'excusaient d'avoir censuré et que maintenant, ils allaient faire en sorte de ne plus censurer. On va voir. On va voir. Mais en attendant, ils ont censuré. Ce qui fait qu'on n'a pas eu l'information et qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts et on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, il y aurait eu un débat contradictoire, il y aurait eu une liberté de l'information, eh bien, on n'aurait pas connu ce qu'on a connu. Bien sûr, et le débat contradictoire, on le rappelle, c'est la base de la science et de l'évolution scientifique. Et c'est la base de la liberté. Bien sûr. On a le sentiment aussi que ces faux-semblants, ces cachotteries, ces secrets, tout ça, ça s'était également appliqué à un point qui est peu évoqué aujourd'hui et qui est pourtant crucial dans la gestion de cette crise sanitaire, c'est l'évacuation totale des traitements. La possibilité qu'il y ait des traitements contre cette maladie a été niée très rapidement. On sait pourquoi, mais comment expliquez-vous cette attitude des scientifiques, justement, à l'égard des potentiels traitements qui ont été au moins postulés, proposés? Écoutez, les traitements, on le connaît depuis un certain temps d'ailleurs, parce que même eux, les officiels comme Anthony Fauci, l'Américain qui a tout financé, même eux, en 2005... c'est-à-dire bien avant le Covid, il y avait eu le précurseur du SARS-CoV-2, qui était le SARS-CoV-1. Absolument. Voilà. Donc le SARS-CoV-1, ils avaient remarqué que l'hydroxychloroquine empêchait la multiplication du virus. Donc que l'hydroxychloroquine, qui est la quinine à l'origine, ça marchait. Bon. Et donc ils l'avaient documenté, ils avaient fait des articles. Donc c'était logique de penser qu'avec le 2, ça allait marcher aussi. Et d'ailleurs, il y a des études chez les Chinois qui ont montré que oui, in vitro, et qu'ensuite, s'ils le faisaient sur des humains, eh bien, ça avait quand même un certain intérêt. Bon, pourquoi ils ont refusé ces traitements, mais d'une façon catégorique? Tout simplement parce que, pour qu'il y ait un vaccin, il faut une absence de traitement sur le marché. Pour qu'il y ait un vaccin qui soit développé dans si peu de temps, voilà. Surtout. Pour qu'il y ait un vaccin autorisé, parce qu'ils ont autorisé un vaccin à la va-vite, de façon précipitée, c'est-à-dire en 10 mois, alors que normalement, il faut 10 ans. Voilà. Donc avec une nouvelle technologie, même si elle était déjà pratiquée en laboratoire, à savoir la technique de la RNM. Voilà, qui était complètement nouvelle chez les humains. C'était jamais vu. Elle avait déjà été testée dans plusieurs vaccins, mais ça n'avait jamais donné satisfaction en tous les cas. Jamais, au contraire, ça avait montré de la toxicité. Ça avait montré de la toxicité. Mais il faut savoir qu'ils ne pouvaient pas donner une autorisation d'urgence pour l'utilisation des vaccins s'il existait un traitement sur le marché. Donc, il fallait absolument qu'il n'y ait pas de traitement sur le marché. Donc, il fallait nier l'efficacité des traitements comme l'hydroxychloroquine, comme l'ivermectine, comme quelquefois des stéroïdes. Des stéroïdes, c'est de la cortisone, tout simplement, pour aider. Ou même les antibiotiques. Vous avez un virus, ensuite vous avez une pneumonie, et vous avez par-dessus la pneumonie une infection bactérienne. Et on a vu que pendant la grippe espagnole en 1918, la plupart du temps, c'était des surinfections bactériennes qui avaient entraîné la mort. Ce n'était pas le virus lui-même. Donc, il suffisait de traiter avec des antibiotiques. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas les antibiotiques. Mais maintenant, on les a. Et qu'ont fait les autorités sanitaires? Ils ont dit les antibiotiques, c'est pas automatique, c'est ça? Oui, et c'est même interdit, en l'occurrence. Et les médecins qui ont traité aux antibiotiques et qui ont eu des bons résultats ont été persécutés par l'ordre des médecins parce qu'on leur a reproché de soigner. Et encore, à l'heure actuelle, on leur reproche de soigner. Comment on explique qu'on a reproché aux médecins de soigner avec des vieux médicaments, des molécules dites anciennes, avec le succès peut-être mitigé, mais en tous les cas qui méritait d'être regardé, mais qu'on ait en revanche autorisé des protocoles d'essai type anticorps monoclonal, type remdesivir. Comment on a pu refuser des vieilles molécules dont on maîtrisait à peu près l'action, peut-être pas l'efficacité, et accepter des trucs totalement nouveaux? Eh bien, écoutez, je ne sais pas comment ça s'explique autrement que par la corruption à un état planétaire. On est à un niveau planétaire.
Donc ça fait partie des nombreuses incohérences de toute cette, j'appelle ça fausse pandémie. Je commence à pas être la seule, je suis pas la seule. Et pour cause, simplement parce que ces traitements, on a vu qu'il y a des nouveaux traitements et puis il y a des anciens traitements. Mais les nouveaux traitements, vous prenez par exemple ce qui a été recommandé par les autorités sanitaires, à savoir le remdesivir. Tout le monde ne connaît pas ce médicament, mais il était réservé aux hôpitaux, par intraveineuse. Et en fait, ce remdesivir, on savait déjà, parce qu'il y avait eu des études, ça c'est Robert Kennedy Jr. qui l'avait dit, qu'en fait, dans les études, on a vu qu'il y avait jusqu'à 40% de mortalité avec ce médicament. Donc, on a préféré utiliser un médicament comme le remdesivir qui avait 40%... Du laboratoire Gilead. Hein. Voilà. Qui avait 40% de mortalité dans les essais cliniques. Et au contraire, on a empêché des médicaments plus légers comme hydroxychloroquine, ivermectine et même pourquoi pas la vitamine D, alors qu'on sait qu'on est tous carencés en vitamine D et que la vitamine D justement était très précieuse pour lutter contre ce coronavirus. Et pour doper le système immunitaire, cette fameuse immunité naturelle qui est aussi le parent pauvre de toute cette crise qui a été totalement niée du début jusqu'à la fin. C'est ce que j'explique dans le livre parce que je fais la liste de toutes les astuces et de toutes les aberrations qui ont été utilisées pour justement nier d'abord les médicaments qui pouvaient éventuellement soigner, mais qui pouvaient gêner la mise sur le marché des vaccins ARN modifiés. Et là, il y a tout un pan du livre où j'explique comment ces vaccins, qui sont des nanoparticules lipidiques, sont utilisés et comment ils sont dangereux, et comment même le principe même de ces vaccins, la conception même de ces vaccins est extrêmement dangereuse. Parce que c'est de la thérapie génie. Parce que c'est de la thérapie génique. Et que même eux ont voulu nier pendant longtemps, je ne sais pas si vous avez vu sur les plateaux, des médecins de plateau qui disaient mais non, l'ARN ne rentre pas dans l'ADN. Voilà, il ne rentre pas, c'est bien des vaccins, c'est pas de la thérapie génique. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que c'est que de la thérapie génique? La thérapie génique, c'est quand vous prenez un morceau de vaccin, un morceau de virus, un morceau de sa séquence génétique, vous la mettez dans une petite boule de gras, et cette boule de gras, au niveau nanoparticulaire, extrêmement petit, va rentrer dans les cellules. Et dans la cellule, elle va obliger la cellule à fabriquer quoi? Ça. Du spike. Du spike. Mais pas n'importe quel spike. Celui-ci. Celle-ci. Cette spike, accusée d'être une spike toxique et dangereuse et artificielle. Donc là, il y a un autre pan, question que je pose dans le livre. Comment se fait-il, pardon, la spike elle est à l'envers, de toute façon c'est pareil, comment se fait-il que pour fabriquer des vaccins, entre guillemets, qui sont de la thérapie génique, eh bien on ait pris la partie toxique du virus, au lieu de prendre une partie qui serait une partie inoffensive, mais qui serait reconnue par l'organisme. Normalement... Et accessoirement, c'est la partie qui mute le plus, la protéine spike. Oui. Donc, logiquement, on n'aurait pas dû la prendre. Sauf que, on sait, parce qu'il y a des centaines, même des milliers d'articles, qui disent que la spike en elle-même est toxique. Or, ce mécanisme ARN modifié va au contraire permettre la multiplication de ces spikes dans le corps. Donc si elle est toxique, pourquoi la multiplier? Et pourquoi apprendre au corps à la fabriquer? Bien sûr. C'est la question de base. Immunitaire, bien sûr, entre la capacité du corps à distinguer ce qui est le soi et le non-soi. Exactement. Et c'est pour ça qu'après, qu'est-ce qui se passe? Toute une pléthore de maladies auto-immunes. C'est-à-dire que le corps, là où il va trouver ça, voilà, c'est schématisé, donc c'est plus gros, d'accord? Bon, là où il va trouver ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer la cellule qui produit ça. Si c'est une cellule qui est dans les ovaires, il va l'attaquer. Il va attaquer les ovaires. Si c'est dans le cerveau, il va attaquer le cerveau. Partout où il va retrouver cette spike, il va l'attaquer. Alors justement, vous parlez évidemment de ces injections contre le Covid-19, du moins présentées comme telles. Vous expliquez que sur les populations de moins de 40 ans, on n'a pas constaté de surmortalité avec le Covid-19, mais qu'on en a constaté une après l'introduction du vaccin. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le vaccin était plus dangereux que la maladie? Ah ben c'est ce qui commence à sortir, c'est ce qui va commencer à sortir malheureusement.
Mais si on regarde les statistiques, et là vous avez des statisticiens et des épidémiologistes comme le Canadien Denis Rancourt, comme d'autres, on va voir quoi? Qu'en fait le nombre de morts dus au virus, au coronavirus, a été largement exagéré. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont souffert d'une maladie, hein. On ne nie pas cela. Mais le nombre de morts au niveau épidémique a été, maintenant, selon les statistiques qui sont données par Denis Rancourt et autres, c'est que le nombre de morts dus au vaccin est plus important que le nombre de morts dus au coronavirus. Comment on peut déterminer le nombre de morts dus au vaccin, le nombre de morts dus au Covid? Comment on arrive à faire ces statistiques? Alors après, évidemment que c'est jamais très très précis, évidemment, parce que c'est pas possible. Notamment parce que je l'explique dans le livre, c'est que beaucoup de gens qui meurent après avoir été vaccinés, admettons que vous mouriez dans les 2 jours. Et les morts après vaccin, le nombre de morts plus important, c'est le premier jour. Donc on a les statistiques, je montre les statistiques. Eh bien, le premier jour, vous mourrez après un vaccin, vous êtes considéré comme non vacciné. Donc comment voulez-vous rentrer dans les statistiques? Et cela pendant 14 jours. Pendant 14 jours, vous êtes considéré comme non vacciné. Tant qu'on soit considéré comme immunisé, en fait. Enfin, du coup, on est bien immunisé si on est mort, c'est sûr. Mais en tout cas, si vous êtes bien mort. Vous n'êtes pas dans les statistiques. Alors, on n'attrape plus le Covid comme ça. Ah ben là, ça c'est sûr. Donc, pendant 14 jours, vous êtes vacciné, vous mourrez, vous êtes considéré comme non vacciné en étant mort, puisque ça ne fait pas 14 jours. Et ensuite, on vous met dans le lot des non-vaccinés. Donc, on augmente le nombre de morts des non-vaccinés, alors que dedans, il y a beaucoup de vaccinés cachés. Et pareil pour les effets secondaires. Vous avez beaucoup de gens qui ont des myocardites, des attaques, même des attaques cérébrales, des attaques cardiaques. Eh bien, ces gens-là, s'ils sont encore dans les 14 jours après vaccin, et quelquefois c'est beaucoup plus parce que si vous preniez la première dose et la deuxième dose, ça fait plus, eh bien, ils sont considérés comme non vaccinés. Ce qui fait que ça fausse, toutes les statistiques sont fausses. Vous voyez ? Vous parliez, ou du moins je parlais pendant ma présentation des scandales sanitaires que vous avez pu déjà regarder de près. Est-ce que cette question du Covid-19 vous a interpellé sur le plan de la gestion des agences sanitaires publiques? Est-ce que vous avez eu le sentiment que là, plus encore que jamais, les agences sanitaires ne faisaient pas leur boulot? Bah, c'est rien de le dire, malheureusement. C'est rien de le dire. Et bon, bah, ça fait 4 décennies maintenant que je suis journaliste, grand reporter. Et depuis 4 décennies, je n'ai vu qu'une dégradation. Vous voyez ? Ce qui s'est passé, c'est qu'après l'affaire du sang contaminé, dans l'affaire du sang contaminé, il n'y avait pas d'agence de sécurité sanitaire. Ça n'existait pas. C'était le ministère de la Santé qui était en première ligne. Et donc, qui dit ministère de la Santé, dit ministre. Donc, quand il y a eu l'affaire du sang contaminé, ils ont dit « Oh là, il nous faut un fusible ». Donc, ils ont créé ces agences-là pour servir de fusible. Elles ne sont pas du tout indépendantes, ces agences. Elles dépendent du ministère, mais au cas où il y aurait un problème, ce ne sera plus le ministre. Ça fait des têtes à couper avant le ministre. Voilà. Donc, ces agences-là ont d'ailleurs déjà été condamnées en justice pour défaillance, notamment dans l'affaire du Mediator, parce qu'elles n'ont rien fait. Dans l'affaire du Covid, c'est encore pire que tout. Parce que vous avez une agence européenne qui a accepté de la thérapie génique comme vaccin. Et c'est eux qui ont donné l'autorisation. Et donc, je vais vous lire quand même ce que j'ai retrouvé du dossier Moderna. Moderna font un dossier financier chaque année pour la bourse, pour les investisseurs boursiers. Bon. Et dans le vrai, alors? Là, ils sont obligés. Ils sont obligés. Et qu'est-ce qu'ils disent? Si vous voulez bien, je vous lis la phrase. Bien sûr, allez-y, allez-y. Ils disent, à l'heure actuelle, donc là, on est en 2018, un an avant le 2019, le Covid, et 20, Covid. À l'heure actuelle, l'ARNM, c'est-à-dire messager modifié, est considéré comme un produit de thérapie génique par la FDA, la Food and Drug Administration. C'est considéré comme un produit de thérapie génique. Donc là, ils le reconnaissent. Mais ils le reconnaissent à la page 364, en tout petit. Il fallait le lire, le dossier. Donc, quand je suis tombée là-dessus, je dis, mais alors, attends, ils le reconnaissent. Donc, au nom de quoi
une agence sanitaire comme l'Agence européenne du médicament, ou même la FDA, l'Agence européenne du médicament fait tout ce que fait la FDA, il copie. Bon. C'est souvent comme ça. Donc là, au nom de quoi est-ce qu'ils vont autoriser de la thérapie génique pour toute la population qui est en bonne santé et de l'utiliser comme vaccin? Vous voyez? C'est comme si vous aviez un camion, un poids lourd, qui est la thérapie génique, et vous dites, bon, là, d'habitude, il va sur l'autoroute, mais là, il va aller sur la route nationale, et quand il sera sur la route nationale, on lui donnera le nom de vaccin. Vous voyez, c'est simplement que... On l'appellera mobilette. Si vous voulez, on l'appellera mobilette. Si vous voulez, on l'appellera mobilette. Toujours est-il que ça ne change pas le mécanisme de la thérapie génique, qui, lui, est avéré comme toxique. Et c'est pour ça que l'inventeur de cette thérapie, qui s'appelle Malone, avait dit, mais de toute façon, cette thérapie, elle est toxique, elle n'est pas éprouvée, on n'a pas fait les études nécessaires pour montrer que c'est inoffensif, et même toutes les études qu'on a faites montrent que c'est toxique. Donc, au nom de quoi on va mettre ça à disposition de toute une population planétaire et saine, et y compris des enfants, alors que des enfants, on sait qu'ils n'attrapent pas le Covid. Du coup, ils n'en meurent pas, surtout. Oui, en tout cas, ils le négocient. Il y a beaucoup de... Le système immunitaire le négocie. Voilà. Alors, ils peuvent l'attraper. On a plein de virus à l'intérieur du corps. On a des milliards de bactéries, on a des milliards de virus. Simplement, on a un système immunitaire qui le traite. Et justement, donc au nom de quoi on va prendre un tel risque avec des enfants? C'est absolument aberrant. C'est pour ça que les agences sanitaires ont vraiment un rôle et elles sont très coupables. Et quand on voit les corruptions et la porosité qu'il y a entre les laboratoires pharmaceutiques et les fonctionnaires européens de l'Agence du médicament, dont Ursula von der Leyen est sans doute le plus beau symbole. Ursula von der Leyen, mais la directrice de l'Agence européenne du médicament vient de l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est l'industrie pharmaceutique qui tient les gendarmes. On a les gendarmes qui devraient être là pour nous protéger. Eh bien non, ils sont tenus par l'industrie pharmaceutique. Donc, comment voulez-vous qu'ils nous protègent ? Dans votre ouvrage, on comprend bien que parmi vos objectifs, il y a évidemment que les gens se rendent compte que les gouvernants ne veulent pas forcément notre bien et qu'ils perdent un peu de leur naïveté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plus d'espoir? On sait que beaucoup de gens se sont projetés dans le futur grâce à l'arrivée au ministère de la Santé américain du fameux Robert Kennedy Jr. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut penser que dans quelques années, on aura la vérité sur cette période du Covid-19 ? Écoutez, je l'espère, mais on verra. Parce que malheureusement... Vous n'avez pas l'air convaincu. Non, parce que je vais vous dire, moi j'ai déjà été échaudée, quand chat échaudé craint l'eau froide. Quand il y a eu le scandale du vaccin hépatite B, c'était dans les années 2000... moi, je m'étais dit, ça y est, le vaccin hépatite B, on va plus en entendre parler, au moins, en tout cas, pour les bébés. Le vaccin hépatite B avait été retiré des écoles où ils avaient vacciné les gosses, les collégiens, les avaient vaccinés. Et puis, il y avait eu beaucoup de sclérose en plaques. Donc, alors, après, ils avaient changé de politique. Ils avaient arrêté de vacciner les gosses, les enfants dans les collèges et dans les lycées. Et puis après... Vous arrivez 10 ans après, 20 ans après, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont introduit le vaccin hépatite B dans les vaccins obligatoires du nourrisson. Donc, vous voyez, ça, c'est absolument aberrant. De même, dire qu'ils vont vacciner contre le papillomavirus les collégiens et les collégiennes, c'est aberrant. Tout ça est aberrant et malheureusement, ça ne va pas dans le bon sens. Alors là, on a heureusement des vérités qui sont sorties grâce aux réseaux sociaux. Grâce au fait que, par exemple, X, quand Musk a racheté X, il a quand même donné quelques transparences. Pas tout. Il ne faut pas non plus... Exagérer. Mais on a eu des informations, et il y a des informations qui circulent grâce aux réseaux sociaux. Tout ce que je vous dis là, c'est parce que j'ai été voir sur les Internet, les dossiers, mais aussi parce qu'il y a des chercheurs qui ont leur compte sur les réseaux sociaux et qui disent, voilà, moi j'ai trouvé ça, moi j'ai trouvé ça. Alors évidemment, c'est très chronophage. Mais quand vous arrivez à prendre un petit peu partout et vous confrontez tout ça, vous arrivez à l'émergence d'une vérité. Est-ce que Robert Kennedy Jr. va pouvoir dire la vérité ?
Je ne sais pas, je l'espère, c'est tout ce que je peux dire. Mais il faut attendre, il faut voir. Il ne peut pas aller trop vite non plus. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'impatientent. Et il y a beaucoup de gens qui disent que déjà, il y a des choses qu'il aurait dû faire, à savoir supprimer, faire un moratoire sur les vaccins et au moins les suspendre. Bon, il ne l'a pas encore fait. Peut-être qu'il attend d'avoir plus de données, ou en tout cas, il prend en charge une administration qui organise l'opacité. Donc même lui a du mal à avoir les vraies informations de sa propre administration. Donc il est d'abord obligé de faire le ménage dans l'administration pour que l'administration lui sorte les vraies statistiques. Si elles existent. En tout cas, oui, elles doivent exister, mais elles sont bien cachées dans les tiroirs. Merci beaucoup Corinne Laloge. Je vous rappelle à tous, fausse pandémie, vrai mensonge, comment on vous trompe en 10 leçons. C'est une enquête et c'est aux éditions Magnus, disponible bien sûr sur la boutique de TVL sur tvl.fr. À bientôt chers amis.